Donc, bonjour à tous. Voilà, donc France Agrimaire a l'honneur de vous présenter cette étude qui a été démarrée l'an dernier, à peu près il y a un an, en octobre 2021. Voilà, cette étude, elle a été un petit peu initiée suite à des discussions entre France Agrimaire et puis Cosme Bio, qui essayaient d'échanger un peu les problématiques sur l'approvisionnement en plantes aromatiques et médicinales des fabricants de produits cosmétiques, donc pour fabriquer ces produits cosmétiques bio. Je mets bio entre guillemets, puisque bien sûr, on ne peut pas appeler les produits cosmétiques bio, hein, le terme est réservé aux produits alimentaires, mais bon, c'est dans le langage courant, donc on l'a mis entre guillemets. Voilà, donc cette présentation va durer environ une demi-heure, et suite à cela, vous serez invités à poser toutes vos questions. Nous aurons à peu près une demi-heure de temps de questions-réponses. Alors, les questions, vous pouvez les poser donc dans le chat ou alors vous pourrez lever la main à la fin de l'étude et puis on prendra les questions une à une. Voilà, ce webinaire, je le précise, est enregistré, ce qui fait que vous pourrez avoir accès au replay et vous aurez bien sûr accès aussi au diaporama sur le site internet de France Agrimaire suite à ce webinaire. Voilà, donc sans plus tarder, je vais passer la parole à Sophia Boukachab, que je remercie de participer à l'étude. Il y a aussi son collègue Grégoire Macheneau qui est présent. Et voilà, ils seront là pour répondre à vos questions à la fin. Voilà, donc je passe la parole à Sophia. Oui, bonjour à tous. Alors, je vais vous partager l'écran du diaporama. Donc, Sophia Boukachab, je suis consultante au sein du cabinet d'études Chlorobis qui accompagne les filières agricoles et agroalimentaires dans des études de marché et des conseils au niveau du positionnement. Donc, il y a Grégoire Macheneau qui est le dirigeant du cabinet qui est présent avec nous et avec qui, du coup, nous répondrons à vos questions à la fin. Donc, cette étude, elle a été menée à partir d'octobre 2021 jusqu'à fin mai 2022, hein, donc sur une durée de 8 mois. Donc, comme toute synthèse, on n'aura pas le temps de rentrer dans les détails de chacun des points de l'étude. Je vais essayer aujourd'hui de vous retranscrire les éléments clés et les messages les plus importants qui nous sont vraiment restés de cette étude. Donc, si vous souhaitez approfondir un des points, les livrables seront disponibles sur le site France Agrimaire. Donc, il y aura le rapport de l'étude complet ainsi qu'une note de synthèse qui va plutôt reprendre les éléments que l'on va aborder aujourd'hui. Donc, durant cette étude, nous avons cherché à répondre à deux objectifs, qui sont tout d'abord connaître l'équilibre de l'offre et de la demande de PAM bio à destination des cosmétiques du coup bio français. Donc, à travers tout d'abord la caractérisation des principales PAM cultivables en France, ainsi que leur provenance. Et ensuite, on a traité des tendances de marché liées aux cosmétiques bio, entre guillemets, comme l'a dit tout à l'heure Alix. Et dans un second temps, donc, nous avons, avec le comité de pilotage, identifié les leviers pour aider au développement des filières françaises de PAM bio à destination des cosmétiques. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer un webinaire en 3 parties. Donc premièrement, une caractérisation des principales PAM cultivables à destination de la cosmétique bio française. Ensuite, plutôt une caractérisation de la demande avec un état des lieux des principales tendances consommateurs, des tendances de marché avec un focus à l'export. Et en conclusion, donc, nous traiterons plutôt des leviers de développement principaux qui ont été identifiés lors de cette étude. Donc, la première question à laquelle nous avons cherché à répondre au sein de cette étude est donc dans les cosmétiques bio et particulièrement en France, quels sont les PAM qui sont les plus utilisés et de ce fait les plus demandés et qui pourraient être cultivés en France. Parce qu'en fait, un des problèmes clés que l'on rencontre dans la filière cosmétique, c'est que tous les industriels, par souci de compétitivité et de positionnement différenciant, ont leurs spécificités et ont donc tous leur liste d'ingrédients majoritaires. Mais chacune des listes est différente. Si on compare par exemple à l'agroalimentaire, toutes les industries de bonbons par exemple vont avoir les mêmes listes d'ingrédients principaux à peu de choses près. Donc l'idée de ce premier travail, ça a été de réussir à compiler les informations et identifier le top des PAM majoritaires et donc les plus demandés parmi toutes ces listes-là.
Donc, pour cela, nous avons croisé 2 bases de données. Donc, la première base de données, c'est la base de données Cosmos Organique, où nous avons classé en fait par nombre d'occurrences les ingrédients d'origine végétale dans les produits finis, que nous avons croisé avec la base de données Cosmebio par un relevé du nombre de produits en fait issus du moteur de recherche sur le site. Donc, la recherche elle a été effectuée à partir du nom vernaculaire des plantes, donc des noms communs. Et cette recherche nous a également permis de faire un premier focus sur le marché français. Donc, en croisant ces 2 bases de données, on obtient une première liste qu'il a fallu compiler, mais aussi nettoyer, consolider, croiser. Donc là, il y a eu un gros travail qui a été effectué pour rendre la liste simple et comparable. Ensuite, il y a eu un premier travail de filtration qui a été effectué, où là, on a cherché à plutôt enlever toutes les plantes à destination de la production d'huile végétale, qui ne rentrent donc pas dans notre catégorie de PAM. Et ensuite, on a aussi enlevé toutes les PAM qui étaient non cultivables en France métropolitaine. Donc, on a aussi enlevé les PAM qui étaient cultivables, par exemple, dans les dom-toms. Et enfin, cette liste obtenue, on l'a croisée avec une enquête qui a été menée auprès donc, de 210 participants, tous acteurs de la filière cosmétique bio, puisque ce sont des structures comme Cosmebio, Simple, le FNAB et Cosmed également, qui ont relayé donc, auprès de leurs mandants le questionnaire d'enquête en ligne. Et donc, à travers une question, le nombre d'occurrences de plantes a été relevé. Et donc, on obtient une liste consolidée qui représente donc les PAM cultivables en France, qui sont le plus demandés par la filière cosmétique bio française. Donc, si on traduit ces résultats en chiffres, parmi les 10 000 ingrédients de la base Cosmos, on retrouve donc 134 espèces végétales qui ont été citées 15 fois ou plus. Parmi ces 134 espèces, il y en a 83 qui sont cultivées en France métropolitaine, dont 27 à usage alimentaire, 24 espèces utilisées donc à destination d'huile végétale, et enfin 43 espèces qui relèvent des PAM. Donc, en fait, 27 plus 24 plus 43, ça ne fait pas 83, c'est normal. Il y a des plantes qui rentrent dans 2 catégories. Par exemple, le thym est une PAM, mais qui a un usage alimentaire principal. Voilà. Et donc, ce code couleur, on le retrouve donc sur les listes que je vais vous présenter après. On ne va pas rentrer dans le détail de ces listes. Simplement, c'est intéressant pour les professionnels d'avoir donc justement les espèces qui sont les plus demandées. On a une catégorisation avec le nombre d'occurrences. Et sur la partie droite du tableau, vous voyez, on a également la partie de la plante qui est utilisée, ainsi que le format qui est intéressant pour la cosmétique. Donc, si vous voulez, on pourra revenir sur cette liste-là pendant les questions. De toute façon, elles sont présentes dans les livrables. Et donc, je vous propose plutôt de faire un focus sur le top 14 de nos plantes d'intérêt. Donc, cette consolidation, en fait, elle avait été faite dans l'objectif de sélectionner 4 plantes sur lesquelles nous avons fait une étude de filière approfondie, qui sont donc la rose de Damas, le calendula, la camomille romaine et le géranium rosate. Mais ça permet aussi de donner voilà, une première visibilité sur les principales PAM qui sont demandées. Donc, il y a eu un travail de catégorisation qui a été fait. Donc, on a les plantes qui sont plutôt incontournables. Donc, ces plantes, finalement, ce sont celles qui sont le plus demandées par la filière cosmétique industrielle et qui sont produites en France, hors rose de Damas. Ensuite, on a les oubliées France. Donc, ces plantes, elles sont un peu moins demandées, mais elles sont en revanche peu produites en France, en tout cas pas pour un usage cosmétique, parce qu'en fait, on voit sur la partie droite du tableau les surfaces qui peuvent paraître élevées. En fait, on ne peut pas trier les surfaces par débouché, donc il peut s'agir d'un débouché, par exemple, alimentaire. Et enfin, les spécifiques ventes directes. Donc, en fait, ces plantes-là, elles sont ressorties essentiellement au sein de l'enquête. Et on pense que cela vient finalement d'un biais des participants qui étaient cueilleurs et vendeurs directs, qui pour eux, en fait, ils ont identifié ces plantes-là comme étant des plantes d'intérêt, mais qui n'ont pas forcément d'intérêt du côté industriel. Donc, suite à cette classification, je vous propose de passer plutôt maintenant à la caractérisation de la demande. L'objectif était notamment en fait d'identifier voilà, si la France elle est attendue ou non en tant que fournisseur pour les plantes à destination de la cosmétique. Donc pour cela, nous avons mené une étude bibliographique auprès d'une 50aine d'études et d'articles. Pour consolider les tendances consommateurs, nous avons mené un focus group auprès de 8 consommateurs avec un prérequis qui était que tous ces consommateurs soient clients de cosmétiques bio.
Et pour dresser les tendances du marché, nous nous sommes entretenus auprès de 20 opérateurs France et étrangers de cosmétiques bio, ce qui nous a permis également de mener le focus à l'export. Donc pour les tendances consommateurs, on en a dressé 7 principales. La première concerne donc plutôt le storytelling et le sourcing. Donc en fait, la tendance en marketing et en consommation, elle est plutôt tournée vers l'achat de cosmétiques locaux avec des ingrédients qui sont sourcés en Europe. Par exemple, en fait, la notion d'exotisme hors parfumerie, elle est aujourd'hui plutôt péjorative. Pourquoi? Parce qu'elle renvoie à des notions de pillage de ressources, de travail des enfants, d'empreinte carbone élevée du fait de l'importation. Donc même si la tendance, elle est plutôt tournée vers l'achat de cosmétiques locaux, en fait, malheureusement, on se heurte très vite au côté socio-économique, qui est le prix du produit fini. Donc, on introduit un petit peu la deuxième tendance qui sont donc les habitudes d'achat contradictoires et les effets de mode. Donc, en fait, on a relevé de nombreuses contradictions que les consommateurs eux-mêmes mettaient en exergue lors du focus group. Donc, en fait, ça va s'illustrer dans leurs intentions d'achat qui sont plutôt orientées vers une recherche du naturel, une provenance locale. Mais cette intention d'achat va rentrer en contradiction avec le réflexe d'achat, donc l'achat en lui-même qui est réel, qui va être plutôt guidé en fait par le prix ou des discours marketing orientés efficacité du produit. Donc, on a vraiment une dualité entre l'intention d'achat et le réflexe d'achat. Et le réflexe d'achat est aussi orienté selon l'effet de mode, parce qu'on sait que en cosmétique, les effets de mode sont très, très perceptibles, avec des évolutions qui sont rapides, des innovations qui sont permanentes. Et donc, mis à part 3-4 produits phares qui demeurent dans le temps, les consommateurs finissent par changer rapidement de produit. La clean beauty, ou beauté propre en français, qui est un concept qui ne dispose pas de définition encadrée et donc de réglementation. Donc, il s'agit d'un concept minimaliste avec, par exemple, un nombre d'ingrédients qui est réduit. Donc, globalement, les tendances sont plutôt tournées vers la clean beauty. Pourquoi? Parce que le consommateur, il est vigilant à la composition du produit et de son impact environnemental, au niveau du packaging, mais aussi de la production du produit en lui-même. Et en fait, la clean beauty va utiliser cette double casquette santé et environnement, qui représentent finalement les principales attentes du consommateur après l'efficacité. L'environnement. Donc on sait que le bio a servi la stratégie d'hypersegmentation du marché de la cosmétique, mais aujourd'hui finalement il ne va plus suffire face aux nouvelles attentes du consommateur qui sont très importantes auprès donc de 3 choses: les ingrédients locaux, le packaging, voire même le zéro déchet. Et donc, il ne faut pas en fait que la filière cosmétique prenne du retard par rapport aux autres filières sur ses engagements. Le bio, le naturel et le local. Donc, on pourrait faire un parallèle en fait avec les filières alimentaires. Globalement, le foisonnement de référentiels et de labels, de logos, en fait, perd le consommateur, en tout cas participe à sa confusion. Même si la mention bio, au final, elle est plus qualitative. Pourquoi? Parce qu'elle est plus cadrée, avec des labels et des cahiers des charges qui sont sécurisants pour le consommateur. Ensuite, les conseils produits via les pairs. Au-delà des aspects efficacité qui vont être déjà présents sur le packaging, le consommateur va être très sensible aux conseils des pairs, donc en fait des personnes qui l'entourent, de son cercle familial ou social proche, mais aussi des personnes auxquelles il va pouvoir s'identifier, donc les influenceurs et les réseaux sociaux. Donc par exemple, on a trouvé que 4 consommateurs sur 5 achètent un produit après avoir vu une recommandation sur les réseaux sociaux. Donc c'est quand même un chiffre qui est énorme et qui traduit une tendance lourde. Et enfin, le e-commerce. Parmi l'ensemble des circuits de distribution, de toute façon, le e-commerce est celui qui voit sa part des ventes de bio sur le segment des produits d'hygiène et de beauté qui a le plus augmenté ces dernières années. Pourquoi? Parce que le consommateur il est à la recherche d'informations qui sont claires et qui sont comparables entre les produits. Et en fait, une plateforme de e-commerce permet cette comparaison et cette prise de recul avec des recherches annexes qui vont venir le conforter dans son choix. Donc voilà pour les tendances consommateurs. Je vous propose maintenant de passer aux tendances du marché. Donc le prix. Le marché de la cosmétique, je ne vous apprends rien, il est hyper segmenté avec des différentiels de prix qui sont très élevés. Le fait que la grande distribution soit aujourd'hui le circuit leader pour la cosmétique bio
fait que en fait, les grands écarts de prix ils sont perceptibles par le consommateur. Donc, on a des produits d'importation qui sont hyper compétitifs et qui peuvent engendrer un frein au développement de produits à base de plantes françaises. En fait, il y a un risque que le prix plancher devienne le prix de référence. La stratégie de la demande. Donc, le marché cosmétique, il est historiquement structuré par la demande, avec des utilisateurs finaux qui sont à l'initiative de la structuration des filières. Et en fait, une maîtrise de la confidentialité par les utilisateurs finaux fait que les producteurs n'ont pas de visibilité d'une part sur les clients, d'autre part sur les circuits de valorisation, sauf s'il y a une intégration effectivement de la filière vers l'amont. Donc, le rôle d'intermédiation de la chaîne de la filière, pardon, et donc du maillon intermédiaire qui est les grossistes et les transformateurs, va être prépondérant dans le montage de ces filières locales. Le storytelling, donc on l'a expliqué un tout petit peu à travers les tendances consommateurs. En fait, l'image de la matière première aujourd'hui, elle est déterminante, d'autant plus aujourd'hui avec les enjeux qui sont environnementaux et sociaux. Donc le consommateur recherche une histoire. Si l'origine France donne un avantage concurrentiel à travers notamment un discours marketing qui est différenciant, alors voilà, on a relevé que les opérateurs sont prêts à mettre le prix, c'est-à-dire un prix supérieur parfois qui va osciller entre 15 et 30% pour une matière première. Et en fait, la matière première dans la filière des PAM, elle est très structurée par bassin. Donc, on voit sur cette carte qu'il y a 7 bassins majoritaires de production de PAM en France, avec 3 principaux en termes de nombre d'exploitations qui sont donc la région PACA, la région Aura, donc Auvergne-Rhône-Alpes, et la région Occitanie. Et donc, voilà, pour les opérateurs, les potentiels de production se trouvent sur ces régions-là, et le potentiel de production du bio également. Donc, l'idée ici, ça va être de développer la notoriété de ces bassins auprès de la production. Les micro-filières. Donc, le développement des PAM français à destination de la cosmétique va passer par la structuration de micro-filières. Alors, on parle de micro-filières, d'une part parce que les volumes demandés se cultivent que sur une dizaine d'hectares, donc ça ne va pas nécessiter un grand nombre de producteurs, et que, comme on l'a dit précédemment, les filières se développent grâce à des stratégies de la demande. Donc il y a une volonté de structuration de la filière française, notamment dans un contexte d'approvisionnement sous tension de matières premières, donc la relocalisation, elle est en cours et elle est récente, mais elle va quand même permettre de répondre d'une part à une demande accrue des consommateurs d'un approvisionnement qui est responsable au niveau environnemental, et d'autre part, elle va desservir les stratégies de différenciation des entreprises. En revanche, cette structuration de microfilières, elle va dépendre de 2 aspects. Premièrement, c'est l'amélioration du transfert des techniques de production, et d'autre part, ça va être l'amélioration aussi du pilotage des capacités de production, puisqu'en fait, hors lavande et lavandin, il n'y a aucune visibilité des stocks d'huile essentielle et d'hydrolat. Les standards élevés. Donc, la production de PAM nécessite, donc, comme on le sait, une maîtrise fine et empirique. Au niveau de la production, on a des freins qui sont réels. Et parallèlement, on va avoir des industriels qui ont de fortes exigences, par exemple au niveau du profil olfactif, voire même moléculaire du produit. Et donc, parfois, il en résulte un décalage entre les attentes des élaborateurs de cosmétiques et les conditions nécessaires à la mise en culture par les producteurs. Et enfin, les coproduits. Donc, les coproduits sont une source potentielle de marge, puisqu'en fait, à la production, par exemple, les coproduits tels que les hydrolats permettent d'être compétitifs sur le marché des huiles essentielles, et c'est notamment le cas pour la camomille romaine. Donc, je vous propose maintenant de passer au focus export. Le Made in France. Donc, si les pays étrangers sont intéressés par les produits français, c'est essentiellement pour tout l'imaginaire qu'il y a autour de ces produits. Donc, un produit de qualité, avec voilà, une image de Paris et de luxe. Donc, en fait, les spécialistes français de la cosmétique promeuvent déjà le Made in France à l'international. Et la filière PAM bio française, en fait, peut bénéficier par ruissellement des stratégies de marketing et de communication de ces entreprises qui disposent d'importants moyens de marketing. L'environnement. Donc déjà, sur le marché français, il y a une réelle demande du consommateur.
Et cette demande, elle est encore plus importante sur certains marchés. C'est par exemple le cas du marché états-unien. Donc voilà, hein, maintenant, l'enjeu de l'impact environnemental, il dépasse largement la formule. Il va même intégrer le conditionnement et le cycle de vie du pack. Et donc, voilà, les acteurs un peu traditionnels, je dirais, du bio et du naturel, risquent en fait de se retrouver hors jeu sur cette problématique s'il n'y a pas un positionnement fort. Les marchés asiatiques et états-uniens. Donc aujourd'hui, ce sont les principaux marchés importateurs de produits cosmétiques français. Et concernant le bio, il y a plutôt deux tendances différentes. Donc aux États-Unis, et en fait, c'est la notion organique, hein, bio, qui est implantée déjà fortement depuis de nombreuses années. Et aujourd'hui, la tendance, elle est même plutôt à la clean beauty, hein, beauté propre, comme je vous ai présenté tout à l'heure. Et l'Asie, donc bon, l'Asie ne se résume pas au marché chinois, mais en tout cas, en Chine, le bio n'est pas un argument d'achat, c'est la fonctionnalité du produit qui est le critère principal. En revanche, voilà, les produits comme le Japon, Taïwan, Singapour, Corée du Sud, on pourra en citer d'autres, sont très sensibles aux produits européens et notamment français. Donc, on pourrait même aussi rajouter que sur le marché asiatique, en fait, les plantes européennes ne sont pas reconnues. Et enfin, la concurrence hyper-compétitivité. Bon, là, c'est un phénomène qui a été observé sur beaucoup de plantes déjà, comme par exemple la lavande. Donc, en fait, lorsqu'un marché de niche devient à terme un marché mondial sur les produits qui ont des succès, il y a une perte de compétitivité de la filière française. Donc là, l'enjeu, c'est d'être vigilant et ça va être donc de structurer des filières qui reposent sur un modèle économique déjà à long terme et avec un positionnement à forte valeur ajoutée d'entrée de jeu. Donc voilà pour les tendances principales du marché autour de la cosmétique bio. Je vous propose maintenant de traiter du coup des leviers de développement que l'on a travaillé avec le comité de pilotage. Donc on a identifié 3 leviers principaux qui sont présentés en vert en haut de la diapositive et 3 leviers plutôt secondaires en gris. Donc premièrement, la microfilière. Là, l'objectif, c'est d'accompagner le développement de micro-filières. Donc micro, on l'a dit tout à l'heure, le fait que ce soit des volumes de niche, le fait que la production soit orientée par l'aval de la filière et le fait que les industriels traitent plante par plante, hein, avec une notion d'exclusivité, de spécificité vis-à-vis de leur positionnement. Donc là, l'objectif, ça va être de réussir à animer des petits groupes à 3 maillons, avec premièrement le petit groupe de producteurs, deuxièmement, un transformateur ou un grossiste unique, et enfin, un acheteur ou des acheteurs industriels exclusifs par type de produit, type de plante. Donc, ça va aussi passer par des actions qui sont subsidiaires, comme par exemple développer des outils d'animation, de pilotage en fait des filières, hein, donc projection de capacité de production, état des lieux des stocks, animateurs dédiés. Pour la valorisation prix, là, l'objectif, c'est de construire collectivement ou par bassin un argumentaire et une image de marque. Là, on parle de marque France Cosmétique Bio, parce qu'on sait qu'en cosmétique, la survaleur liée à la marque, elle est très importante. Donc, l'idée, c'est de construire une marque qui est collective avec des éléments de poids, parce qu'à l'étranger, la marque française, elle est reconnue. Donc, ça va passer par le renforcement de l'image des bassins spécialisés en cosmétique, comme je vous ai parlé tout à l'heure, autre que de Rome PACA. Et c'est aussi mieux appréhender le positionnement de prix entre le mass market, le premium et le luxe. La performance technique et compétitivité. Là, l'objectif, c'est d'améliorer la compétitivité prix, donc le coût, en assurant des process culturaux et de transformation qui sont performants et qui sont durables. Donc là, ça va passer à travers 2 actions principales. Premièrement, augmenter les références techniques et le transfert des connaissances et améliorer la connaissance des modèles gagnants. Et donc, par modèle gagnant, on entend modèle technico-économique. Ensuite, un levier secondaire. Donc, les conseils de pairs. Là, l'objectif, ça va être de prendre en compte cette tendance lourde qui est liée aux consommateurs, qu'on vous a présenté précédemment, concernant les intentions d'achat qui sont orientées par le cercle proche. Donc, on va jouer sur les canaux de communication plutôt digitaux. Donc, utiliser et démultiplier les outils de communication collectifs et passer par les influenceurs et les réseaux sociaux à travers, par exemple, d'articles, de supports et des retours consommateurs.
le clean beauty et efficacité. Donc là, l'idée, c'est de venir répondre à une demande de marché et consommateur avec des actions phares comme s'approprier les valeurs et conditions de mise en œuvre du clean beauty, mais sans perdre de vue l'efficacité, qui reste le critère numéro 1 d'achat des consommateurs. Et surtout, je dirais intégrer des éléments de packaging éco-responsable parce que c'est une réelle demande conso. Et par exemple, contrairement au marché états-unien, les produits français ne se démarquent pas encore assez dans leurs engagements et leur innovation packaging. Et enfin, le e-commerce et l'export. Donc là, c'est assurer le déploiement des marques françaises sur Internet, parce que Internet est une vitrine de marques et il faut utiliser ce canal. Et ça va être aussi donc de rendre accessibles les marchés export à forte valeur ajoutée, où le Made in France est reconnu. Donc par exemple, comme on disait tout à l'heure, les États-Unis, le Japon, Corée du Sud, Taïwan, avec par exemple la mise en place de groupes export ou l'identification, le déploiement d'outils export comme Business France. Donc voilà pour les leviers principaux, les leviers secondaires. Je crois qu'on a respecté le temps imparti qui était de 25 minutes. Donc je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas, donc, si vous avez des questions, s'il y a des personnes qui se sont connectées en cours de route, je vous le rappelle, les livrables seront disponibles sur France Agrimaire avec un rapport complet de l'étude et une note de synthèse qui reprendra les éléments que nous avons vus ensemble aujourd'hui. Voilà. Donc, Alix, je vous laisse reprendre la main. Je vais arrêter le partage d'écran. Je vais remettre le... Très bien. Très bien, merci, merci Sophia. Je vais remettre un petit fond d'écran avec la synthèse. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation très riche. Nous allons sans transition passer aux questions-réponses. Donc, vous pouvez les noter dans le chat ou lever la main. Et sachant que quand vous levez la main, il faudra bien penser à la baisser lorsque on aura répondu à vos questions. Voilà. Donc, on va passer à la première question qui était au niveau de votre diapo sur les tendances consommateurs. Et la question était de savoir si vous parliez des réseaux sociaux des marques pour faire passer, voilà, faire la publicité des produits cosmétiques naturels et bio. Oui, alors les réseaux sociaux, en fait, c'est assez large. Donc, il y a effectivement les réseaux sociaux des marques. On a vu certaines marques qui parlent et qui mentionnent leur PAM sur leur site internet avec une identification claire et même au niveau de l'engagement environnemental. Donc, ça peut être ce billet-là et ça peut être aussi passer sur les réseaux sociaux, mais d'un point de vue collectif, avec par exemple un compte, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, un compte Instagram sur les PAM bio françaises avec de la publicité et aussi des ressources à destination des consommateurs, de la vulgarisation scientifique par exemple, etc. Grégoire, je ne sais pas si tu veux compléter cette réponse. Oui, aussi ce que l'on a vu aussi dans d'autres filières, c'est notamment des portails informationnels portés par parfois des collectifs de marques qui permettent de faire passer des messages autour de plantes spécifiques et qui permettent d'apporter des informations parfois très techniques. Mais on sait que le consommateur en cosmétique bio, il est très demandeur de ces réponses techniques sur l'usage des plantes, leurs conditions de transformation, leurs lieux de production. Et parfois, voilà, ça peut être des sites informationnels collectifs sur lesquels quelques industriels participent et construisent l'information en collectif. Très bien. Donc, nous allons passer à la deuxième question. Alors, vous dites que les plantes européennes ne sont pas reconnues sur les marchés asiatiques. Pour quelles raisons? Est-ce qu'elles ne sont pas connues tout simplement ou alors considérées de moindre qualité ou que la traçabilité est différente?
En fait, sur les marchés asiatiques, les ingrédients sont très variés. Avec par exemple des algues, on a aussi des actifs à partir de matières animales. Et en fait, c'est tout simplement un effet de mode qui fait que les plantes françaises ne sont pas connues et ne sont pas forcément recherchées. En fait, sur les marchés asiatiques, on a aussi tout ce qui est cosmétique lié à l'ayurvédique, des nouvelles tendances. Donc voilà, c'est essentiellement par rapport à des effets de mode en fait. Ouais. Et il y a beaucoup d'industriels qui nous ont dit que même sur le marché américain, il y a quand même la moitié des plantes qui rentrent dans les compositions qui sont des plantes d'origine américaine ou Amérique du Sud, donc sur lesquelles on n'est pas positionné. Donc c'est vrai qu'on n'a pas quand même une similarité de type de plantes utilisées, et des plantes parfois n'ont pas le même historique dans la tête du consommateur que chez nous. Quand bien même, voilà, on a pris le top de 14, il parle quasiment à tout le consommateur, à tous les consommateurs, le top 14 en Europe, mais aux États-Unis, il va pas parler dans le même sens. Ok. Donc ensuite, nous avions une remarque de Julia Ottavi là, de Cosme Bio qui explique à propos des emballages éco-responsables dont vous parliez, que les emballages responsables sont pris en compte dans la nouvelle version de Cosmos, la V4, avec de nouveaux critères répondant à la stratégie 3R. Peut-être que Julia, vous voulez compléter votre réponse pour expliquer à nos auditeurs, ou Sophia, peut-être d'autres précisions par rapport aux emballages des produits cosmétiques. Alors moi, je ne vais pas avoir de précision aussi technique que Julia. Donc, si Julia peut activer son micro, je propose qu'elle réponde. Mais après, si elle est dans les participants, elle ne peut peut-être pas activer elle-même son micro. Je ne sais pas comment. Ah oui. Ouais. Je vais la trouver. Non, c'est vrai que c'est une tendance sur laquelle Voilà. certains industriels et distributeurs, notamment aux États-Unis, ont un peu flashé les industriels français en disant on a peut-être plus une éco-responsabilité dans l'emballage, dans les productions locales États-Unis que françaises. Mais tant mieux, effectivement, et ça veut dire qu'il va y avoir vite un effet de rattrapage du côté français. Ouais. Ok. Voilà, donc une question. Est-ce que vous avez une liste de plantes pour les départements, enfin pour les départements d'outre-mer? Alors, je vais répondre. On a choisi de limiter les plantes sur le territoire métropolitain. Voilà, pour cette étude, c'était un peu trop vaste. Voilà, on a décidé de limiter. Enfin, ceci dit, les plantes qui sont cultivées dans les DOM-TOM apparaissent quand même dans la liste des 43 PAM, mais il n'y a pas de détails sur le lieu de production. En fait, elles apparaissent en rouge parce qu'elles n'ont pas été retenues pour la suite de l'étude. Alors, une autre question. Savez-vous quel pourcentage de plantes entrant dans la composition des cosmétiques bio français est aujourd'hui importé? Et par rapport à ceux qui sont produits localement, le pourcentage de plantes qui est produite localement. Alors, c'est vrai qu'à travers l'enquête, c'était une question qui était abordée. On avait des réponses très hétérogènes en fonction de la typologie effectivement des opérateurs. Et on l'imagine, si on prend à l'extrême entre l'ensemble des producteurs, cueilleurs, vente directe, et à l'autre opposé, les industriels de renom internationaux, on avait des grosses différences. Mais si on prend une grosse moyenne, c'est vrai qu'on était à plus de 80% qui étaient hors France. 80%, ce qui est quand même important. Une question peut-être qui va être corrélée. Voilà, donc créer des micro-filières, c'est très bien, mais
Alors, donc un interlocuteur de la région Occitanie qui demande, qui signale que ce sont des coûts importants de créer des micro-filières. Du coup, la question est de comment partager cet investissement entre l'amont et l'aval de la filière. C'est vrai que c'est une question un peu… C'est vrai, quand on a travaillé avec aussi bien les opérateurs qui accompagnent l'amont, le monde agricole et les premiers transformateurs ou metteurs en marché, le modèle économique veut qu'à un moment donné, il y ait une taille critique à atteindre et que certaines filières ont réussi à atteindre en France, telles que la lavande. Hein. Mais hors la lavande, on voit que le seuil critique pour toutes les autres plantes est très difficile à atteindre. Il y a de multiples facteurs, notamment on a identifié, et vous le verrez dans le détail de l'étude, beaucoup de freins humains et stratégiques. À titre d'illustration, pour développer une filière, il faut s'appuyer pour des précurseurs dans le monde agricole. Et ces précurseurs, à un moment donné, s'ils accompagnent le développement de la production, bah, c'est aussi une production qui va vite devenir concurrentielle parce qu'on est sur des tout petits volumes. Donc, il y a ces freins qu'il faut lever qui sont humains. Donc, c'est vrai que pour beaucoup de produits, on ne peut commencer que par petit et avoir une montée en puissance, on va dire, avec un rythme naturel. Et on ne peut pas faire du x10 en 2 ans pour tous ces phénomènes, mais aussi pour les phénomènes techniques de manque de maîtrise de production à des tailles industrielles, voire même des leviers de production à des tailles industrielles tels que du sous-serre ou tels que sur des techniques simplifiées ou des techniques mécanisées qui ne sont pas encore validées. Je répète un peu, mais c'est vrai que seule la filière lavande et lavanda est arrivée à un niveau de maîtrise avec de la référence pour arriver à un niveau industriel. Ok, on a 2 questions suivantes qui concernent plus la réglementation. Alors, la première, elle concerne l'évolution des règlements REACH, CLP. Est-ce que le cadre réglementaire est adapté par rapport à la commercialisation de produits cosmétiques utilisant des palmes bio? Est-ce que la réglementation apporte plutôt des freins ou vous paraît plutôt adaptée pour le moment? Je pense REACH CLP, c'est par rapport au coût des enregistrements des dossiers concernant les huiles essentielles qui peuvent être élevés pour les entreprises. C'est vrai que quand on a interrogé tout type d'acteurs, c'est un élément qui est de plus en plus contraignant parce qu'il est de plus en plus contrôlé et les contraintes réglementaires sur ces produits-là sont de plus en plus drastiques. C'est vrai que les gros opérateurs sont outillés et ont leur propre laboratoire, notamment pour répondre à l'identification sur REACH ou même sur des cahiers des charges à l'export qui sont parfois très contraignants en termes d'analyse et d'identification. Mais c'est vrai qu'il y a tout un pan de la filière quand même qui est notamment avec les producteurs, cueilleurs, transformateurs, vente directe, voire même les petits producteurs locaux qui sont un vrai pan de la filière qui, eux, trouvent qu'il y a une totale inadéquation entre la contrainte réglementaire et le type de produit qu'ils font, qui se rapproche maintenant plus d'un produit type alicament que produit agroalimentaire ou de bien-être. Donc, c'est vrai que c'est des contraintes qui sont assez dures pour tout ce pan d'opérateurs intermédiaires et petits opérateurs. Et ça ne va pas en s'améliorant et en s'arrangeant, ça, c'est sûr. Oui. Et la question suivante va peut-être un petit peu être corrélée à cela. C'est notamment tout ce qui concerne les allégations, donc les allégations de santé ou plus précisément tout ce qui est
communiquer sur les propriétés des plantes qui rentrent dans la composition des cosmétiques. Est-ce que pour l'instant, l'usage cosmétique de la réglementation impose des restrictions voilà, sur la communication des propriétés des plantes dans ces produits cosmétiques? C'est vrai que là, il y a une réglementation qui est assez dure. Les revendications doivent être prouvées. On est souvent sur des allégations marketing. Parfois, elles sont un peu, sur certains sites, un peu maquillées sur le côté historique, sur le côté plante ancestrale reconnue pour ses bienfaits. Voilà, il y a tout un discours qui est marketing en deuxième plan. Mais par contre, nous, on a échangé avec la plupart des industriels et même des metteurs en marché et même des producteurs et transformateurs en vente directe. Ils sont quand même très vigilants à ce qu'ils mettent en avant en allégation, et parce que la réglementation est assez précise, puisque sinon on bascule dans une autre catégorie de produits si on doit avoir des allégations prouvées avec des études. Donc, il y a quand même une grosse différence voilà, entre de l'allégation marketing et de l'allégation type alicament. Très bien. Alors, on repart sur les commerces de plantes et de matières premières. A-t-on une idée des volumes de plantes d'huile essentielle d'hydrolat français achetés pour la filière cosmétique, toutes espèces confondues? Et une autre question qui va un peu avec, quelle est la part de matières premières dans le produit final? Alors, sur la première question, c'était un des objectifs de l'enquête que l'on avait menée. On aurait voulu consolider ces informations-là pour avoir un chiffre de volume total, que ce soit d'huile essentielle ou d'hydrolat ou autres dérivés issus de produits français à destination de la cosmétique bio. Mais ça n'a pas pu, les chiffres n'étaient pas assez viables. Et Sophia l'a dit à un moment donné, en plus, chaque coopérateur a un peu ses pratiques et on va dire sa gamme. On est vite arrivé chez certains industriels avec des listes de plus de 150 PAM utilisées, reconsolider tout ça et avoir une extrapolation au niveau national, ça aurait été plus que alambiqué, ça aurait été dangereux. Donc effectivement, on n'a pas ce chiffre-là. On n'a pas ce chiffre-là, même s'il y a quelques informations qui sont dans le document rapport final sur les résultats de l'enquête, mais on ne peut pas descendre à la plante. Et la deuxième question, Alix, c'était sur le pourcentage. C'était sur la part de matières premières dans le produit final. Donc, la part de plantes aromatiques et médicinales dans le produit final. Oui, c'est vrai que ça aussi, c'est très dépendant selon les compositions, selon le type de produit. On est quand même sur une étude où on a fait 7 grandes familles de produits. On n'en a pas parlé en introduction, Sophia l'a parodie, mais on est entre les crèmes et les produits d'hygiène et base la vente. Donc, on est sur des familles de produits qui sont déjà très, très larges. Mais ce qu'on a quand même plus ou moins identifié, c'est clair qu'on est sous le 1% souvent. La PAM, et ça dépend après par rapport à l'usage de la PAM, s'il est un usage olfactif ou un usage on va dire, pour ses propriétés intrinsèques, hors olfactif. Mais souvent, les industriels et les metteurs en marché nous ont parlé en dessous de 1, voire en dessous de 0,5, voire en dessous de 0,25. Oui, c'est très faible, effectivement. Malgré tout, voilà, cela peut représenter des coûts importants. Et c'est la question suivante. Quid de la responsabilité de la prise en charge des coûts d'analyse, par exemple la vérification de l'absence de pesticides dans des plantes, dans des huiles essentielles, ou le coût de réalisation de chromatographie dans les huiles essentielles. Cela pourrait-il être organisé et mutualisé au niveau d'une microfilière, comme vous avez pas mal parlé de créer des microfilières? Voilà, est-ce que cela pourrait aider à mutualiser ces coûts?
Ben, moi, j'ai envie de répondre oui. En fait, justement, l'objectif de ces micro-filières, c'est de travailler sur des modèles qui sont gagnants, donc des modèles économiques gagnants sur tous les maillons. Donc, le fait de travailler et de partager les coûts, si ça peut permettre de sécuriser la production, ça peut complètement être un axe de travail. Grégoire, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Oui, bien sûr. Après, c'est toute une notion de batch, de volume de batch, de lot. Voilà, il faut qu'à un moment donné, l'industriel puisse s'y retrouver par rapport à ces lots. Mais s'il y a des lots entiers qui arrivent chez les industriels qui ont déjà été analysés ou collectivement, ça peut être intéressant, c'est sûr. Après, moi, j'ai un exemple. J'avais travaillé il y a quelques années pour la filière jus de fruits française qui se trouvait sur aussi des problématiques de gamme de produits exotiques sur lesquels ils étaient de plus en plus vigilants dans les analyses. Et effectivement, Uniju, la structure nationale, avait mis en place des contrats d'analyse négociés filière, voire même avait internalisé avec un laboratoire partenarial certaines analyses parce que c'était des analyses très, très poussées et sur lesquelles il fallait monter un protocole très spécifique. Par exemple, qu'on peut tout à fait retrouver dans la filière PAM, parce que parfois c'est de la poudre, parfois c'est du concentré surgelé, parfois c'est du fruit entier. Enfin voilà, il y avait des grosses différences. Donc ça, je pense que dans ce modèle-là, la filière pourrait peut-être s'organiser au moins pour négocier des protocoles auprès des grands opérateurs, parce qu'on sait que le vent de la concentration est aussi passé par là chez les prestataires de réalisation d'analyse. Très bien. Alors, dernière question pour le moment, qui est vraiment une préoccupation importante, peut-être pour certains. Pensez-vous que le cadre réglementaire futur permettra aux filières PAM bio de se développer ou au contraire de porter des contraintes trop grandes au risque d'en faire disparaître certaines? Oui, ben, c'est vrai, c'est ce que l'on disait un petit peu tout à l'heure sans trop rentrer dans le détail. Le cadre de la contrainte est un peu plus fort. Et est-ce qu'il le sera encore plus demain? Ça, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'on est sur un cadre de contrainte qui est assez lourd à porter pour un certain nombre de tailles d'industriels. Sauf si au sein de France Agrimaire, vous voulez préciser la réponse sur les contraintes à venir, mais c'est vrai qu'on est dans un cadre plus contraignant. Après, c'est vrai que justement, toutes ces contraintes permettent de donner aux produits français cette image de qualité. Et c'est pour ça que les produits français sont reconnus. Donc, l'un dans l'autre, parfois ça le dessert et parfois non. Oui, c'est ça. Enfin, il y a en ce moment effectivement des négociations par rapport à la réglementation future. Et puis, bon, après, une fois que la réglementation est là, c'est vrai voilà, est-ce qu'on peut s'adapter ou non? Ça, voilà, c'est pas forcément évident, mais ça peut être vecteur d'innovation, quoi. Par contre, ce que l'on relève et que les opérateurs relèvent dans notre filière qui est quand même spécifique, les PAM bio, c'est que ça nécessite souvent, ils identifient que les acteurs intermédiaires, notamment les premiers metteurs en marché ou les coopératives quand elles existent ou les groupements, c'est souvent eux qui ont à faire le premier pas. De changer les cahiers des charges, avoir des systèmes de contrôle ou d'analyse parfois plus fins. Donc, c'est souvent voilà, ces premiers metteurs en marché qui ont à faire l'investissement et la prise de risque pour répondre aux contraintes. C'est souvent eux plus que parfois l'industriel en tant que tel ou le distributeur, bien sûr. Et quand on a un écart de prix entre une PAM française et une PAM hors Europe, hein, si on prend les extrêmes, qui sont parfois entre voilà, plus 20, plus 30, voire parfois encore plus que 30 d'écart de prix, de pourcents. Quand en plus les coûts annexes de contraintes réglementaires s'ajoutent, ça nous fait encore plus un décalage
de compétitivité prix. Et c'est pour ça que beaucoup se posent des questions à un moment donné de répondre à ces niveaux d'exigence parce que ça creuse leur compétitivité prix. Peut-être une question un peu connexe par rapport à la réglementation, par rapport aux fiches IFRA. Je ne sais pas si vous avez creusé cet aspect. Voilà, il y aurait une demande grandissante auprès des producteurs de fiches IFRA. À qui incombe cette procédure? Aux producteurs de matières premières ou à l'utilisateur? Je ne sais pas si vous avez creusé cette question dans l'étude. Oui, non, on l'a simplement effleuré parce que certains opérateurs nous en ont parlé et effectivement en nous disant que beaucoup n'étaient pas outillés, formés, préparés au niveau de la production pour répondre. Et c'est vrai que ça peut poser problème par rapport à certains fournisseurs acheteurs qui ont une obligation d'avoir effectivement toutes les informations au sein de la fiche IFRA, mais que certains opérateurs ne peuvent pas y répondre ou ne sont pas outillés ou n'ont pas le process pour rentrer l'ensemble des informations. Ok. Pourriez-vous nous décrire comment d'autres filières s'y prennent pour la communication collective sur les réseaux sociaux? Donc, on change complètement de sujet. Qui s'en occupe? Est-ce l'interprofession, mais qui n'existe pas vraiment en PAM aujourd'hui? Bon, il y a des structures qui fédèrent les opérateurs, mais pas vraiment d'interprofession. Donc, qui pourrait communiquer sur les réseaux sociaux? Et voilà, avez-vous vu d'autres expériences sur d'autres filières? Oui, alors il y a une filière qui est quand même très, très, très proche de la nôtre, qui est la filière fleurs et plantes, hein, qui effectivement mettent en place des bases de données, des plateformes d'information, notamment voilà, VGScope, vous allez voir, c'est derrière, c'est la filière française qui permet pour tout consommateur ou même professionnel qui se pose une question sur une plante ornementale ou décorative, grâce à ces plateformes qui sont très bien référencées sous Google, on ne voit pas forcément le collectif, on ne voit pas forcément l'interprofession derrière, mais c'est source d'information pour le client et pour le consommateur. Et derrière, ça pousse bien sûr nos plantes, ça pousse bien sûr les savoir-faire français, mais avec un juste équilibre entre voilà, quelque chose de très pro, très globalisant et pas mercantile où on sent à 100 mètres que derrière, on veut nous vendre une plante française. Donc voilà, il y a des filières qui effectivement ont investi collectivement pour communiquer et apporter de l'information aux consommateurs et avoir une douce communication sur les origines France et l'intérêt de choisir français. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est les plateformes qui servent aussi bien les professionnels que le consommateur. Grégoire, c'est Floriscope et pas VGScope. Et je vous propose, Oui, pardon, je vais Floriscope. partager le lien Floriscope. de… Floriscope, Ouais, pardon. je partage le lien. VGScope, c'est une autre utilisation, mais c'est pour les stocks. Là, par contre, ils ont basculé sur un autre niveau qui permet d'avoir des visions de fournisseurs et des disponibilités produits stock. Très bien, on approche à la fin de ce webinaire. Est-ce qu'on aurait une dernière question? Il y en a une qui arrive en direct. Selon vous, parmi les leviers exposés, les outils de communication collective peuvent-ils être attachés à des bassins de production-transformation? Alors, quelqu'un qui travaille en ce moment sur une démarche de plantes alpines dans les Alpes du Sud. Et deuxièmement, comment entrevoyez-vous ce sujet du transfert développement des références techniques quant aux PAM de niche gérés par les chambres d'agriculture ou les instituts techniques ou les coopératives? C'est assez dense comme question. Est-ce que ça va? Vous voulez que je la répète? Non, mais le premier point sur la communication, c'est vrai que, alors, on n'a pas dit qu'il fallait créer une marque France Cosmétique Bio, mais il faudrait sûrement quand même avoir un argumentaire assez partagé sur qu'est-ce qu'on défend nous tous au sein des spécificités de notre filière. Après, s'il y a lieu d'être à un moment donné de créer une marque collective, pourquoi pas, mais nous, en tout cas, ce n'était pas la recommandation. Et après, est-ce qu'on descend au niveau des bassins? C'est vrai qu'il y a des bassins qui ont
un argumentaire historique, PACA et Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes, pour ne citer que 3. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un argumentaire région qui peut être fait bassin. En montant vers le nord, c'est vrai qu'on a été surpris, on a rencontré des producteurs, des metteurs en marché qui étaient présents sur ces bassins, sur lesquels ils disent au final, on ne jouit d'aucune notoriété, et pourtant on représente quand même un certain volume. Voilà. En plus, on sait qu'il y a des argumentaires spécifiques parce que les plantes sont spécifiques et les types de production sont spécifiques. Il y a quand même matière à travailler pour avoir ses propres argumentaires qui peuvent être descendus parfois au niveau de bassin. Mais je ne dis pas, attention, qu'il faut créer une marque collective à chaque fois derrière, parce que là, c'est un peu la tarte à la crème à un moment donné, d'à chaque fois de devoir mettre une marque collective à travers chacun des arguments. Et sur le deuxième point de question, c'était sur Alix. Oui, donc c'était au sujet du transfert ou du développement de références techniques par rapport aux PAM de niche. Est-ce que ces PAM de niche, ces références techniques, ces développements pourraient être gérés plus par des chambres d'agriculture ou par des instituts techniques ou par des coopératives ou autres? Donc là, on rentre dans l'agriculture. Ça, c'est la descente des informations entre agriculteurs. Bon, c'est vrai qu'il y a les structures clés et dont c'est leur rôle et leur métier, leur mission et leur financement qui le veut. Par contre, est-ce qu'il n'y a que eux? Effectivement, on peut dire qu'il peut y avoir des organisations mixtes, ou voire même des organisations sans les structures parafilières, qui peuvent être faits entre uniquement opérateurs économiques. Et ça, c'est peut-être un peu changeant. Le gros problème, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut un financement. Et comment on finance 2-3 opérateurs économiques qui se mettent ensemble pour développer une filière? C'est plus une question du montage de l'accompagnement financier qui est complexe. Parce que effectivement les budgets sont souvent attendus sur des organismes comme les chambres d'agriculture ou les centres techniques. Mais il peut y avoir de tout, mais il faudrait l'ouverture à des opérateurs économiques dans l'accompagnement technique, ça peut être un intérêt. On sait qu'il y a des cases d'art qui ont été remportés avec des projets, effectivement, avec des accompagnements parfois ou pas de chambres d'agriculture ou de centres techniques, mais vraiment pilotés par des opérateurs économiques. Très bien. Merci beaucoup, Grégoire. Merci, Sophia, pour toutes ces réponses et pour cette présentation. Voilà, on arrive au terme de ce webinaire. Donc, j'espère qu'il aura répondu à vos attentes et à vos questions. Voilà, tout sera mis en ligne sur notre site internet. Et voilà, si vous avez des questions encore qui vous viennent, n'hésitez pas à nous contacter. Merci et au revoir.